excuse Monsieur Mangeot de l'Office de l'eau, qui a eu un imprévu de dernière minute et qui ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Mais la partie impact des BPHU sera abordée par Monsieur Maisonnave très rapidement au cours de sa présentation. Alors, je vais commencer rapidement avec quelques mots sur la CCI Martinique. Donc, la CCI Martinique a pour fonction de représenter les entreprises, essentiellement du commerce et de l'industrie, mais pas que, auprès des institutions publiques. Et en parallèle, la CCI Martinique a une activité de conseil pour accompagner les entreprises sur diverses thématiques et dans toute la Martinique, puisqu'elle dispose d'agences délocalisées, donc une au Marin, une à Trinité et une au Carbet, ainsi qu'un centre de formation qui se trouve à Chelcher. Donc, le réseau de conseillers en Martinique peut vous aider sur diverses problématiques en fonction du cycle de vie de votre entreprise, depuis la création jusqu'aux formalités administratives, le développement, le financement, la formation. Donc, tout plein de thématiques peuvent être abordées par les conseillers de la CCI pour accompagner les entreprises. Donc aujourd'hui, ce webinaire est animé par le pôle environnement, transition énergétique et développement durable de la CCI, qui est composé de 3 conseillères et qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, la chef de pôle, c'est Madame Isabelle Lise, qui a pour responsabilité les thèmes énergie, risque, biodiversité et développement durable. Moi-même, donc Maureen Lugéry, chargée de mission eau et assainissement, donc pour ces thématiques-là, en convention avec l'Office de l'eau. Et puis, ma collègue Sarah Jean-Baptiste Simone, à qui je vais laisser la parole et qui va se présenter elle-même. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Sarah Jean-Baptiste Simone, en charge des déchets et de l'économie circulaire à la CCI. Donc, j'accompagne les entreprises dans la gestion de leurs déchets et je les sensibilise à l'économie circulaire. Je vais vous présenter donc nos prestations maintenant. Tu peux avancer la slide? Oui. OK, donc notre pôle s'appuie sur 3 piliers, donc la sensibilisation, le fait d'impulser aussi les entreprises et de les accompagner. À travers cela, donc, nous proposons diverses offres et prestations. Donc, nous avons le Verre vous va bien, donc, qui est un rendez-vous mensuel comme aujourd'hui. Nous avons aussi des événements et campagnes de communication, surtout lors des temps forts de l'environnement. En matière pour impulser les entreprises, nous organisons des ateliers, des formations, des autodiagnostics et nous avons mis aussi en place des outils à disposition des entreprises. Et concernant les accompagnements, nous avons diverses offres dans le thème du développement durable sur les thématiques déchets, eau, assainissement, énergie et risques. Donc, je vais vous présenter plus en profondeur nos accompagnements. Donc, nous en avons sous la forme d'individuels ou encore collectifs. Alors, voilà. Donc, nous avons la prestation TPE-PME gagnante sur tous les coups qui permet d'accompagner les entreprises sur les flux eau, énergie et matières et déchets. Donc, en fait, c'est une prestation qui permet de quantifier les gains que vous pouvez réaliser suite à une quantification de vos flux. Et nous avons aussi la prestation Mes déchets clés en main qui consiste à réaliser un diagnostic complet au sein de votre entreprise. Donc, on quantifie et qualifie les déchets que vous produisez et nous trouvons des solutions adaptées à chaque type de déchets pour mettre en place une gestion conforme des déchets au sein de votre entreprise. Et suite à cela, nous partons à la recherche de devis auprès de prestataires pour vous accompagner au mieux. Il y a aussi une phase de sensibilisation du personnel pour justement fédérer tout le monde autour du projet. Et enfin, un suivi au bout de 3 et 6 mois pour voir s'il y a des éventuels ajustements à faire. Tu peux changer la slide? Oui, attends. Ah, voilà, du coup, je laisse Maureen présenter Oui, alors, sur les thèmes de l'eau, nous proposons en partenariat avec l'Office de l'eau une aide pour le financement de projets qui visent aux économies d'eau. Donc, cet appel à projet est en cours. Donc, je vous ai mis le lien sur l'image puisque cette présentation vous sera envoyée. Sinon, cet appel à projet est disponible sur le site de la CCI Martinique. Donc, la date limite, c'est le 15 septembre. Donc, si vous avez des projets qui rentrent dans ces catégories qui sont affichées ici, n'hésitez pas à me recontacter ou à contacter l'accueil de la CCI qui vous renverra vers moi pour participer à cet appel à projet qui a un taux de subvention quand même qui est assez intéressant de 50%.
Et puis, bientôt disponible, une aide aussi pour les restaurateurs pour la mise en place de bacs à graisse grâce à un financement en partie de l'Office de l'eau. Et enfin, donc, la CCI propose aussi des diagnostics France Relance Commerce Écologique qui permettent justement le diagnostic qui permet aux entreprises d'évaluer la maturité écologique de l'activité. Donc, tout cela passe par un questionnaire que nous réalisons avec vous sur les thématiques donc eau, déchets, énergie, sur vos achats aussi, sur la sensibilisation du personnel et de la clientèle aussi, de la mobilité, des transports, etc. Et donc, du coup, suite à cela, suite au diagnostic, on vous propose des plans d'action adaptés pour justement améliorer vos pratiques et donc, du coup, avoir une entreprise plus rentable en étant plus durable. Donc, du coup, ce diagnostic est totalement gratuit. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la CCI au 55 28 00. Et donc, du coup, nous vous recontactons par la suite pour justement mettre en place ce projet-là avec vous. Et enfin, nous terminons par l'accompagnement collectif, donc le rendez-vous mensuel. Le Verre vous va bien, comme aujourd'hui, qui a lieu en général tous les troisièmes jeudis du mois, mais nous adaptons selon les événements du mois, en fait, pour vous enseigner au mieux sur les thématiques du développement durable. Du coup, on va laisser la parole aux intervenants maintenant. Oui. Donc, comme Maureen a dit tout à l'heure, là, M. Mangeot de l'ODE n'a pas pu être présent, donc il est excusé. Donc, nous allons embrayer directement avec M. Damien Huot-Marchand de la DEAL qui va nous présenter la réglementation sur les filières REP et plus précisément sur la filière des bateaux de plaisance hors d'usage. Ok, merci Sarah. Tout le monde m'entend, ça va? Non, ok. Merci. Ok. Excusez-moi. Alors, je partage mon écran. Vous voyez l'écran? Oui, on voit bien. Alors, merci Sarah de m'avoir demandé de participer et de présenter brièvement le monde merveilleux des filières REP. Donc, je suis Damien Huot-Marchand, je suis chargé de mission filière déchets, produits chimiques, santé, environnement au service risque, énergie, climat à la DEAL. Donc, la DEAL, service déconcentré de l'État qui dépend du préfet de la Martinique. Voilà pour les présentations. Donc, vous avez mes coordonnées au besoin sur cette présentation. Donc, j'ai 3 slides, ça va être très rapide. Je fais une petite introduction pour présenter le cadre général des filières REP. Donc, les filières REP, qu'est-ce que c'est? C'est sûr que ce n'est pas encore un terme qui est très connu et pourtant, quelque part, tous les jours, on utilise des filières REP sans le savoir, puisqu'il y a la première des filières REP, c'est la filière des emballages. Donc, tous les déchets qu'on peut mettre dans le bac jaune chez nous. Il y a aussi une filière REP qui est très développée, c'est celle qui concerne les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et puis là, je vous ai mis un panel de différentes filières REP. Ce n'est pas toutes les filières REP, parce qu'il y en a de plus en plus et il y en a en création. Vous avez vu en bas, j'ai cité celle des bateaux de plaisance, en bas à gauche. Dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Alors, les filières REP, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur du bien de consommation qui, au bout d'un moment, deviendra un déchet. Donc, l'idée vient en fait du principe assez ancien européen à la base, de pollueur-payeur, de dire que c'est ceux qui polluent ou qui peuvent avoir un impact sur l'environnement qui doivent payer. Ce n'est pas aux contribuables de payer. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par responsabilité élargie du producteur? En fait, le producteur, c'est celui qui va mettre des produits, des biens de consommation sur le marché.
Et ce que a voulu imposer la réglementation, c'est de dire, eh bien, ces metteurs sur le marché ou ces producteurs, c'est la même chose hein, dans la logique, ils vont devoir gérer la fin de vie des équipements. Les gérer en favorisant quand même des… Je suis une vision, hein, Karine, tu ne vas pas m'entendre? Parce que comme il y a du bruit, je suis une. Donc, en favorisant des pratiques vertueuses de réemploi, de recyclage. Voilà. Donc, l'idée, c'est de demander aux importateurs, aux fabricants, aux distributeurs de biens de consommation de prendre en charge la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché. Et pour ça, en fait, ils utilisent, la plupart des filières REP ont recours à ce qu'on appelle des éco-organismes. Donc là, en l'occurrence, vous avez l'APER qui fera une présentation en tant qu'éco-organisme de la filière des bateaux de plaisance et de sport. Voilà pour le cadrage général des filières REP. Alors, là, je vous ai mis la frise temporelle qui présente en fait les différentes filières REP depuis la première en 1993 sur les emballages. Et puis, pour vous montrer que en ce moment, ça bouge énormément sur le sujet des filières REP. Vous avez vu celle des bateaux de plaisance et de sport hein, date de 2019. Donc, ça veut dire que c'est sa création. Hein. Donc, il y a ensuite la filière à mettre en place, à organiser dans l'Hexagone et en Outre-mer. Et puis, en ce moment, là, il y a tout un tas de filières REP qui se met en place, et notamment une grosse filière REP relative au bâtiment. Donc, tout ce qui est déchets du bâtiment, autant vous dire qu'il y a des tonnages très importants. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de focaliser sur la filière bateau de plaisance et de sport. Donc, au niveau réglementaire, et ce sera ma dernière slide, vous trouvez en fait le cadrage réglementaire dans le Code de l'environnement aux articles que j'ai cités là au niveau du titre. Donc, il n'y en a pas énormément et en plus, il y en a un certain nombre qui ont été abrogés. Donc, en fait, il y a très peu d'articles réglementaires qui cadrent spécifiquement la filière REP bateau de plaisance et de sport, qu'on appelle BPS hein, dans notre jargon. Sachant que la logique globale des filières REP est, elle, définie dans d'autres articles un peu plus haut dans le Code de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cette filière? Qu'est-ce qu'on entend par bateau de plaisance et de sport? Donc, c'est fixé dans l'article R543-297. En l'occurrence, dans un jargon réglementaire, on parle en fait de jet ski. En termes réglementaires, c'est beaucoup plus alambiqué que ça, mais bon, voilà, en fait, dans les faits, c'est que les jet skis sont concernés. Et puis, on a aussi les bateaux de plaisance de moins de 24 mètres. Dans le code de l'environnement, on précise entre 2,5 et 24 mètres. Là, j'ai un peu simplifié les choses pour que ce soit le plus évident possible. Mais voilà, donc voilà ce qui est concerné par cette filière. Ce sont les bateaux de plaisance et de sport de moins de 24 mètres, sauf ceux propulsés par l'énergie humaine. Donc, en gros, les bateaux à rame. Hein. Et puis, les jet skis. Voilà. Et enfin, donc, l'article 543-300 du Code de l'environnement, lui, rappelle un principe fondamental, et c'est vraiment ce qui est très important à retenir en tant que détenteur de bateau, c'est qu'on peut se défaire gratuitement de son déchet issu du bateau. Enfin, comprenez, en fait, quand son bateau est donc en fin de vie, on peut s'en défaire gratuitement grâce à la mise en place de cette filière REP. Et donc, je pense que c'est une bonne transition pour laisser la main ensuite aux intervenants. Voilà, j'en ai fini. Merci Damien. Du coup, on passe la parole à Monsieur Maisonneuve de la direction de la mer. Ok, écoutez, bonjour à tous. Alors, je partage mon écran.
Et normalement, vous devriez pouvoir voir. C'est bon. C'est bon, super. Donc Jean-Baptiste Purnave, je suis chef de service à la direction de la mer sur, entre autres, la thématique des épaves et des navires abandonnés. Et c'est vrai que quand on parle de BHU, on parle de ces deux, on va dire, termes réglementaires, épave, navire abandonné, dont je vais vous donner la définition juste après. Donc là, ma présentation, l'idée, c'est de vous donner quelques chiffres en fait sur les BHU en Martinique, parce que c'est une problématique que l'on a. Les raisons de pourquoi en fait on retrouve des BHU chez nous, et puis quelques repères réglementaires et des actions qu'on a faites. Donc déjà, en fait, juste pour bien cadrer les choses, donc BHU, c'est un terme un peu générique, hein, bateau hors d'usage. Grosso modo, c'est un bateau qui est en fin de vie, qui est plus en état manifeste de naviguer. Mais dans le code des transports, au niveau réglementaire, on a navire abandonné et épave. Un navire abandonné, c'est un navire où il n'y a pas de mesure ni de garde ni de manœuvre. Donc, grosso modo, l'image en bas à gauche, là, on a un navire abandonné. On voit qu'il y a personne à bord sur un fond de baie de mangrove. Il n'est pas manœuvrant, il est on va dire, tanké dans la mangrove. Donc là, on est vraiment sur un navire abandonné. Et puis, une épave, c'est un navire abandonné qui a coulé. Donc ça, c'est la photo en bas à droite. Peut-être pour vous donner un ordre d'idée de combien de BHU on a. Alors oui, peut-être juste pour dire, en fait, après, quand on parle de BHU, ça peut être à la fois des épaves et des navires abandonnés. Ça peut être flottant ou non flottant, mais grosso modo, un BHU, c'est quelque chose qui n'est plus naviguant et qui doit être détruit, qu'on ne pourra pas restaurer. Donc, on a fait un inventaire des BHU l'année dernière, c'était avec le Parc naturel marin. Environ 115 BHU recensés, avec deux zones où on en retrouve beaucoup. La première zone, c'est la baie de Fort-de-France, notamment entre, on va dire, Cache Californie et Port Coé. Là, on a quand même beaucoup d'épaves et de BHU. Et puis, la deuxième zone où on retrouve beaucoup de BHU, c'est la zone du Marin. Même si, vous allez le voir, on a fait des marchés d'enlèvement de BHU récemment qui ont permis de nettoyer certaines parties de la zone du Marin. Donc, environ 100 cases BHU recensées. Par contre, ça ne prend pas en compte ce qu'on ne voit pas sous l'eau. Comme je disais, il y a des BHU qui ont déjà été enlevés. Donc, en fait, on est peut-être plutôt autour de 200 à 250 BHU en Martinique, hein, dans un ordre de grandeur. Là, simplement des petites cartographies pour vous montrer, c'est ce que je disais avant, les endroits où on en retrouve beaucoup. Donc là, c'est l'exemple de la Coë du Lamentin, notamment autour du centre nautique du Neptune. Et on se rend compte que en fait, c'est dans ces endroits, on va dire, des fonds de baies de mangrove qui sont très protégés, où finalement, on retrouve beaucoup de BHU. Là, on est au Marin. Vous voyez l'aire de carénage en haut à gauche. Et autour de cette aire de carénage et du port de pêche, on retrouve également beaucoup de BHU. Alors, quels sont les impacts sur le milieu? Beaucoup des bateaux aujourd'hui sont des bateaux en polyester. C'est un peu ce qui a fait on va dire, l'essor du marché de la plaisance depuis une cinquantaine d'années. Et ces navires en polyester, effectivement, ils ont un impact sur le milieu parce qu'en se dégradant, ils relarguent des microparticules de plastique, fibres de verre, etc. Donc, on a cette première pollution, on va dire, diffuse. Après, les BHU, ça reste des macro-déchets. Hein, donc là, par exemple, vous voyez en bas à gauche, c'est une photo du Miss Carole. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette épave qui était sur la pointe Marin là, à Sainte-Anne pendant 3-4 ans là, et qui a été enlevée en début 2021. Vous voyez à droite de la photo, il y a des gros big bags. Et donc, tout ça, ce sont des déchets qui ont été ramassés sur et autour de l'épave.
Donc, on se rend bien compte qu'en plus de l'épave en soi, c'est beaucoup de déchets qui peuvent partir à la dérive et polluer le milieu. On a évidemment les pollutions diffuses et liquides, les huiles, le fioul. Donc, sur les photos, vous voyez que lors des opérations de ramassage, il y a un barrage anti-pollution qui est positionné autour de l'épave. Au cas où il y aurait des fuites, derrière, on peut mettre en œuvre le pompage de ces fluides pour éviter la pollution et la diffusion de cette pollution dans le milieu. Et puis c'est les BHU, c'est également un impact visuel, en fait, une dégradation du paysage qui est tout de même non négligeable. Alors, pourquoi autant de BHU chez nous? Très rapidement, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Martinique, mais la situation est identique dans les autres îles des Antilles françaises, en Guadeloupe également. On a un manque structurel de capacité d'accueil pour la plaisance. Quelques chiffres, aujourd'hui, 3 000 places dans les ports. Par contre, on a 15 000 navires qui sont immatriculés en Martinique. Alors, sur ces 15 000, tous ne sont pas forcément encore là. On s'est très bien immatriculé, mais on a un peu plus du mal à suivre la désimmatriculation des navires. Mais voilà, on a quand même un rapport qui est très élevé entre le nombre de navires immatriculés et le nombre de places au port. Et c'est sans compter également sur tout ce qui est, bien sûr, les plaisanciers qui arrivent de l'extérieur. Parce que le bassin Antilles et Caraïbes, de manière générale, c'est un bassin de navigation qui est très, très fréquenté. Et les chiffres de la douane, c'est qu'on a environ 40 000 plaisanciers, donc on va dire 10 à 15 000 navires qui passent chaque année en Martinique. Donc, beaucoup de fréquentation, très peu de capacité d'accueil, ce qui fait que on a beaucoup de mouillage forain. Ça, c'est un phénomène que vous pouvez observer sur plusieurs endroits, notamment en baie du Marin, à Sainte-Anne. Et donc, quand on a des cyclones ou des événements météo un peu importants, bien sûr, avec tout ce monde sur l'eau, ça fait qu'on a plus de dégâts. Donc, plus d'épaves potentielles. Et l'autre phénomène qui est très important, c'est le phénomène d'abandon des navires. Tout à l'heure, je disais qu'on trouvait beaucoup de BHU dans des fonds de baies de mangrove. Effectivement, avec la forte fréquentation et jusqu'à maintenant, comme il n'y avait pas de filière REP qui facilitait la déconstruction des navires, on a beaucoup de bateaux en fin de vie qui sont abandonnés et qui, du coup, sont abandonnés dans des fonds de baie avec des gens qui, parfois, les mettent au mouillage et puis qui repartent en Europe pour les vacances et qui, au fur et à mesure des années, viennent de moins en moins et finissent par abandonner leur bateau en Martinique. Donc, ça, c'est un vrai phénomène qui explique également, on va dire, ce nombre de BHU que l'on a. Donc, nos actions, c'est tout d'abord de nettoyer. Donc, c'est des marchés d'enlèvement d'épaves qui sont financés par les collectivités ou par l'État. Mais en amont, ce qui est très important et ce qu'on cherche à faire avec divers projets aujourd'hui en Martinique, c'est organiser les plans d'eau et augmenter les infrastructures d'accueil, notamment avec des zones de mouillage organisées. Plus on a de zones de mouillage qui sont organisées, avec des corps morts qui sont sécurisés pour les navires, plus on a de personnes sur l'eau qui surveillent, moins on aura ce phénomène d'abandon et moins on aura, in fine, de BHU. Et puis, dernier point qui est très important, mais ça, le collègue de la paire en parlera, c'est qu'il faut, maintenant que cette filière REP pour les BHU existe, il faut absolument qu'on incite les propriétaires à se débarrasser de leurs vieux bateaux en fin de vie via cette filière. Quelques aspects réglementaires, mais je vais aller vite. L'une des problématiques que l'on a souvent, c'est qu'on ne connaît pas les propriétaires des navires. Quand on traite des BHU, ce sont des navires qui sont très dégradés et parfois on est dans l'incapacité d'identifier ces bateaux. Et donc, on est obligé de passer par une phase de recherche de propriétaires, parce qu'un navire, c'est un bien privé. Donc, c'est des mises en demeure par courrier lorsque le propriétaire est connu, mais lorsqu'on ne connaît pas, ce qui est souvent le cas, c'est des mesures de publicité dans la presse. Donc, vous avez peut-être vu ça passer dans le France Antilles ou sur RCI. Et
Et à ce moment-là, le propriétaire, il a un temps imparti pour se manifester. Et s'il ne se manifeste pas, le préfet et par délégation le directeur de la mer a le pouvoir de prononcer une déchéance de propriété, auquel cas, ensuite, le navire il est remis à l'autorité qui a fait la demande de destruction. Donc, ça peut être soit une autorité portuaire lorsque le bateau il est dans un port, ou nous-mêmes, en fait, lorsque le bateau il est sur le domaine public maritime. Alors souvent, on nous demande, oui, est-ce que l'ADM peut nous remettre gracieusement un navire abandonné parce qu'on aimerait bien le retaper, etc. En fait, non, on n'a pas le pouvoir de faire ça. Lorsque un navire a une valeur marchande et qu'une déchéance de propriété a été prononcée, en fait, on le remet à la direction des finances publiques, au service France Domaine, qui s'occupe de la revente de ce bateau. Et lorsqu'il n'a pas de valeur marchande, il est destiné à être détruit. Et finalement, donc, la partie déconstruction du navire, donc, on a parlé de la perle, le centre, il y a un centre de déconstruction qui est agréé en Martinique, c'est Métal-Dôme, qui est sur le port de Fort-de-France. À savoir que toutes ces phases de transport jusqu'à Métal-Dôme ne sont pas prises en compte par la paire. Ça, je pense que M. Arnaud Deslions pourra détailler. Par contre, c'est la puissance publique qui paye, mais dans ce cas précis, nous avons la possibilité, si jamais nous retrouvons le propriétaire, de lui faire porter les frais d'enlèvement. Je pense que c'est intéressant aussi pour les chefs d'entreprise, pour le CCI, de savoir que sur cette filière, finalement, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont concernées. On a évidemment les gestionnaires portuaires qui s'occupent de la surveillance des plans d'eau, des entreprises de travaux maritimes, donc j'ai cité la Somara, Karim Moter, qui vont s'occuper des enlèvements. On a pour sortir les navires hors de l'eau, on a l'aire de carénage du marin, par exemple, aussi avec les portiques. Des entreprises de transport terrestre avec des convois exceptionnels qui sont souvent nécessaires pour transporter ces navires, enfin ces BHU, jusqu'à Métal-Dôme. L'entreprise de déconstruction Métal-Dôme. Et puis derrière, tout ça, ça rentre dans la filière des déchets, et donc avec une multitude d'entreprises de gestion des déchets. Donc, on se rend bien compte quand même qu'il y a tout un écosystème économique en fait autour de cette filière qui commence à grandir. Donc c'est aussi des opportunités finalement pour ces entreprises. Et puis je voulais simplement vous parler des quelques marchés publics que nous avons faits ou qui vont avoir lieu. Le tout premier marché public d'enlèvement de BHU, il a été porté par le Conservatoire du littoral, financé également par l'État et l'Office de l'eau, 730 000 € pour enlever 29 BHU dans ce qu'on appelle les 3 cyclones, là, les zones de mangrove dans la baie du Marin. Donc une opération plutôt réussie et qui aujourd'hui va être suivie de 4 marchés publics différents sur les prochaines années, financés grâce au plan de relance de l'État. Donc, l'ACASEM pour enlever 19 BHU à Port-Coët. Le parc naturel marin qui va principalement travailler sur la Coët du Lamentin, donc 330 000 €. La ville du Marin, 280 000 € et la ville des Trois-Îlets, 180 000 €. Donc, ça vous donne un peu un ordre d'idée des montants qui sont en jeu, sachant évidemment que là, on est dans du nettoyage. Et comme je disais auparavant, l'idée, c'est bien sûr de ne plus avoir à faire ce type de nettoyage dans le futur. Et donc, une fois qu'on aura nettoyé et qu'on aura mieux organisé le plan d'eau et avec des meilleures infrastructures d'accueil pour la plaisance, le but est bien sûr que chaque propriétaire en fait, se responsabilise sur ses navires en fin de vie et qui lui-même, via la filière REP Plaisance, amène son navire à déconstruire à Métal-Dôme. Voilà, bon, c'était simplement quelques photos et puis j'en ai fini. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Maisonnave. Alors, nous allons enchaîner tout de suite avec le monsieur de la paire qui va nous partager une petite présentation également.
Monsieur Arnaud Deslions. Super. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation? Oui. C'est OK. Bon, parfait. Ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, Guillaume Arnaud Deslions, je suis donc le délégué général de l'éco-organisme APER, qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans les deux précédentes présentations. Et donc, je vais vous faire une petite présentation rapidement de la situation, un petit rappel de ce qu'est l'APER, et puis de notre activité, l'implantation sur la Martinique. Alors, si ça va bien, voilà. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, l'APER, c'est donc un éco-organisme qui a été agréé par le ministère de la Transition écologique et solidaire en mars, par un arrêté de fin février 2019. Donc, ça a été le point de démarrage, ça a été la création officielle de la structure. Et comme ça a été indiqué tout à l'heure, effectivement, sur l'année 2019, nous avons créé l'ensemble des outils pour pouvoir mettre en œuvre et rendre opérationnelle cette filière. Ça nous a amené à commencer à pouvoir agréer les tout premiers centres, et les toutes premières déconstructions sont intervenues en septembre, fin août, début septembre 2019. Donc l'APER a été créée au départ sous l'impulsion de la Fédération des industries nautiques, qui regroupe les entreprises du nautisme, que ce soit des constructeurs, des vendeurs de bateaux, des sociétés de réparation, d'entretien, enfin toute la filière professionnelle autour des bateaux de plaisance. C'était assez logique puisque ce sont également les adhérents de la Fédération des industries nautiques qui sont visés, en tout cas les metteurs sur le marché, donc les constructeurs et les importateurs de bateaux, qui sont visés par la réglementation REP, donc de responsabilité élargie des producteurs. Donc la mission de l'APER, elle est, comme indiqué ici, elle est d'organiser, de gérer et de financer la filière au niveau national, et donc d'organiser la déconstruction des bateaux de plaisance sur l'ensemble des territoires nationaux. Je te laisse là. Au niveau du financement de la déconstruction, donc la principale source de financement de la déconstruction des bateaux, c'est l'éco-contribution. Depuis 2019, tous les constructeurs de bateaux ou importateurs qui vendent des bateaux sur le marché français, dès lors que ce sont des bateaux de plaisance compris entre 2,50 m et 24 m, ont l'obligation d'adhérer à l'éco-organisme, de déclarer l'ensemble de leur mise sur le marché, et donc de contribuer financièrement à travers l'application d'un barème, donc de contribuer financièrement à l'activité de l'éco-organisme. Et puis nous avons une deuxième source de financement qui est une dotation que nous reverse l'État sur la fiscalité plaisance, donc sur ce qu'on appelait jusqu'à récemment le DAFN, c'est-à-dire le droit annuel de francisation et de navigation. Donc tous les propriétaires de bateaux de plus de 7 mètres ou d'une certaine puissance moteur payent chaque année une taxe, et une petite partie de cette taxe est reversée à l'éco-organisme pour une raison simple, c'est pour prendre en compte le fait que les bateaux de plaisance ont une durée de vie très longue, et donc aujourd'hui les bateaux qu'on déconstruit, pour un certain nombre, ce sont des bateaux qui ont été mis sur le marché il y a 40 ou pas loin de 50 ans par des entreprises qui n'existent plus, et donc c'est pour prendre en compte notamment cette particularité et les bateaux vraiment épaves abandonnés sur le domaine public que ça a été mis en place. Donc cette dotation, elle est assez limitée puisque c'est aujourd'hui 2% de cette recette fiscale qui est reversée à l'éco-organisme. Donc la déconstruction, comme ça a été dit tout à l'heure, est gratuite, c'est-à-dire que dès que le bateau arrive dans un centre de déconstruction agréé par l'éco-organisme, le propriétaire ou le demandeur de la déconstruction se voit remettre un certificat de prise en charge, et l'ensemble de ce qui suit est assuré par l'éco-organisme et financé par l'éco-organisme, donc la déconstruction elle-même est bien sûr gratuite. Ce qu'on peut souligner sur cette filière, c'est que, encore à ce jour, c'est la première filière au monde et l'unique filière au monde organisée autour pour les bateaux de plaisance, dans le cadre d'une filière REP. On travaille sur un groupe de travail européen régulièrement sur le sujet de la fin de vie des bateaux, et la France a pratiquement une dizaine d'années d'avance sur les autres pays européens sur cette thématique. Donc on est plutôt en avance. Aujourd'hui, nous avons 26 centres de déconstruction opérationnels, donc agréés, opérationnels,
donc 25 en métropole et 1 en Martinique, donc Métal-Dôme à Fort-de-France. Et nous avons une vingtaine de centres supplémentaires qui sont déjà présélectionnés par l'APER, puisque nous sélectionnons par le moyen d'appels d'offres nationaux. Donc, on a fait 2 appels d'offres nationaux. Et on a 20 centres, une vingtaine de centres qui sont déjà validés par l'APER, mais qui, pour rentrer en activité, doivent obtenir une autorisation réglementaire, en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ICPE, pour les installations classées pour l'environnement. Donc, c'est un passage administratif, c'est une autorisation administrative obligatoire pour pouvoir procéder à la déconstruction de bateaux de plaisance dans les règles et en conformité avec la réglementation. Donc, ces entreprises-là, cette vingtaine d'entreprises en plus, est en démarche en ce moment, en lien avec les DEAL, les DREAL, en lien avec des cabinets qui les accompagnent dans leur démarche, sont en attente d'obtenir cette autorisation. Et au fur et à mesure qu'elles l'obtiendront, eh bien, elles vont rentrer en activité, ce qui va nous permettre d'avoir une couverture territoriale plus importante qu'aujourd'hui. Au niveau des entreprises adhérentes et donc des entreprises qui financent l'activité de l'APER, c'est une centaine d'entreprises adhérentes aujourd'hui, donc constructeurs et importateurs. Et ces entreprises représentent en fonction des sources de calcul qu'on prend, entre 86 et 92% de l'ensemble des bateaux mis sur le marché français. Donc, on a une bonne représentativité aujourd'hui déjà dans nos adhérents. Il manque vraiment peu d'entreprises pour avoir une couverture exhaustive au niveau des metteurs sur le marché. Voilà. Et donc, on attend les chiffres du mois de juin, mais à fin mai, on avait donc déconstruit un petit peu plus de 5000 bateaux sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas venir dans le détail sur ce schéma, mais simplement, c'est pour vous montrer que finalement, le fonctionnement de l'APER est l'écosystème qu'il y a autour de l'APER. L'APER, c'est une sorte de petit chef d'orchestre qui est en contact permanent avec les metteurs sur le marché, d'une part, qu'on a évoqué, les plaisanciers qui sont en demande de déconstruction de leurs bateaux, les centres de traitement avec qui nous sommes en contrat et pour qui nous sommes le client unique finalement, puisque c'est nous qui payons l'ensemble de la prestation des centres de traitement. Les administrations, bien sûr, puisque les bateaux sont immatriculés, sont francisés, donc il faut procéder aux démarches de désimmatriculation et de radiation de pavillon. Et puis, on est en contact avec un certain nombre de partenaires, notamment pour des opérations spéciales. C'est le cas notamment avec la Fédération française de voile, puisque 2 fois par an, une fois au printemps et une fois à l'automne, nous organisons un recensement et une collecte et un traitement totalement gratuit de tous les bateaux, les vieux bateaux dans les clubs de voile. Alors concrètement, comment ça se passe pour un plaisancier, pour un détenteur de vieux bateaux qui souhaite s'en défaire? Eh bien, en fait, tout est centralisé sur notre portail. Le portail s'appelle donc recyclermonbateau.fr. Et sur ce portail, eh bien, on va pouvoir d'une part prendre connaissance du fonctionnement de la filière, tout est expliqué. D'autre part, créer son compte personnel et sécurisé. Et puis, renseigner les informations sur le bateau et le propriétaire. Ensuite, il va falloir donc télécharger pour compléter sa demande les documents concernant le bateau, c'est-à-dire les papiers du bateau, un certain nombre de documents. Et puis, on valide sa demande en ligne. C'est assez rapide puisque une demande, en 10 minutes, un quart d'heure, on a renseigné l'ensemble. Donc, une fois que c'est fait, l'APER contrôle que le dossier est complet, qu'on a bien tous les éléments. Et puis, il va valider la demande. Et à ce moment-là, c'est le centre de déconstruction le plus proche du lieu où se situe le bateau qui va directement contacter le demandeur pour organiser avec lui le transport du bateau jusqu'au centre. Voilà, donc ensuite, le bateau est réceptionné et déconstruit. Et le détenteur reçoit un certificat de prise en charge de son bateau et dans un deuxième temps, un certificat de déconstruction du bateau. Un document qu'il pourra produire notamment auprès d'un assureur ou pour des démarches administratives. Je vous demande une toute petite seconde. Il y a un peu de bruit derrière moi. Voilà, donc sur le site de l'APER, tout est expliqué par des vidéos didactiques, par
mais également il y a une assistance téléphonique permanente de la paire et puis des FAQ sur le site, le site internet de la paire. Donc tout est très simple et surtout le demandeur peut être accompagné du début à la fin de sa démarche s'il a besoin d'être conseillé ou même qu'on lui remplisse son dossier à sa place. Concernant l'activité, donc vous voyez que c'est une activité qui a commencé en courant d'année 2019 et qui monte vraiment chaque année en nombre de bateaux, hein, puisque de 363 bateaux en 2019, on en a déconstruit un peu 1259 en 2020, puis un petit peu moins de 2400 en 2021. Cette année, on devrait être à peu près à 3000 bateaux. Vous avez la répartition sur la carte en bas des déconstructions, de toutes ces déconstructions sur l'ensemble des territoires. Alors, si on s'intéresse un peu plus particulièrement donc, au bassin antillais, eh bien, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le seul territoire ultramarin qui a un centre opérationnel, c'est la Martinique, puisque le centre de Métal-Dôme à Fort-de-France est en activité depuis le mois de juillet 2020. On a des dossiers en cours sur d'autres territoires, notamment un centre qui est déjà agréé en Guyane, à Kourou, et qui démarrera après une phase de travaux qui démarrera à la fin de l'année 2022. Et puis, on a des dossiers en études en ce moment, notamment en Guadeloupe et à Saint-Martin. Sur la Martinique, alors je ne vais pas, si on peut reprendre un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, il y a peut-être des petites répétitions, mais au moins ça montre que les informations se croisent bien. Pour l'instant, le centre de Métal-Dôme a déconstruit 35 bateaux. Donc, il y a une partie des demandes qui ont été faites par des particuliers en direct, qui seront approchés directement de la paire. Et puis, il y a une partie également des bateaux qui sont faits en lien avec des initiatives et des opérations pilotées par la direction de la mer, par le Conservatoire du littoral et également par la collectivité territoriale. Donc, sur ces 35 bateaux, vous avez la répartition. Vous voyez, c'est essentiellement des voiliers monocoques, hein, en majorité qui ont été traités, avec des tailles plutôt importantes, en tout cas plus importantes, taille moyenne plus importante que ce qu'on voit par exemple en métropole, puisque sur les 19 voiliers qui ont été déconstruits, il y en a 18 qui font plus de 10 mètres, et la taille moyenne, c'est 13 mètres. Donc, on est déjà sur des unités conséquentes qui nécessitent des moyens assez importants. Sur les bateaux à moteur, on en a un de 17 mètres, par exemple, qui a été déconstruit. Voilà, donc ça, c'est les bateaux qui sont déjà déconstruits. On a en ce moment 26 demandes qui sont en cours de traitement et qui seront donc prochainement déconstruites. Donc, vous voyez, on a une activité qui se développe sur la Martinique. J'ai bien retenu les chiffres que donnait M. Maisonnave tout à l'heure. Il reste pas mal de travail à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et le centre a vraiment vocation à développer son activité de façon assez rapide. Voilà, pour conclure, pour nous, il est très important de faire connaître la filière. C'est un des enjeux importants, c'est que c'est encore une filière qui est jeune. C'est une filière qui n'est pas forcément bien identifiée par tout le monde, que ce soit les particuliers, les plaisanciers, mais également des relais de communication comme des professionnels du nautisme, comme des ports de plaisance ou autres. Alors, on met en place depuis le début pas mal d'outils de communication. Et sur ce qui se fait notamment sur la Martinique, eh bien, on a adressé au port de plaisance, bien sûr, des kits de communication avec des affiches, des flyers, des présentoirs. On a une communication chaque année dans un magazine qui est distribué sur les ports et très lu par les plaisanciers qui s'appelle Tiponton, donc pour la partie Martinique du magazine. On organise des campagnes radio chaque année, donc avec des spots radio pour faire connaître la filière. On a évidemment le site internet qui est le point d'entrée principal pour toutes les informations et les demandes de déconstruction. On est très présent sur les réseaux sociaux, hein, sur les 4 principaux réseaux sociaux. Et enfin, et je terminerai là-dessus, on a cette année décidé de mettre en place une opération avec des ambassadeurs et des ambassadrices sur le terrain
parce qu'on s'aperçoit que malgré ce qui est envoyé à distance, malgré toute l'information digitale, malgré tout ce qui est fait, on a besoin d'aller au plus près du terrain et au plus près des relais d'information. Et donc, on a une ambassadrice qui d'ailleurs est présente aujourd'hui, et j'en suis absolument ravi, et qui va démarrer une mission d'1 mois pour l'APER à compter de lundi, donc sur tout le mois de juillet 2022, et qui connaît la filière, qui a suivi plusieurs sessions pour bien expliquer le rôle, etc. Je crois qu'elle maîtrise bien le sujet. Et on lui a envoyé, elle est dotée de beaucoup de documentation et d'outils de communication. Et elle va, pendant tout le mois de juillet, aller faire le tour de l'ensemble de nos relais, c'est-à-dire ports de plaisance, mais également mairies, collectivités, professionnels du nautisme, enfin tous ceux qui sont de près ou de loin en contact avec les plaisanciers et qui peuvent relayer cette information pour faire connaître la filière. Voilà, j'en termine ici et je suis à votre disposition si vous avez des questions. L'esprit gagnant, c'est CCI Martinique.